Et si on pouvait prédire un crime avant qu'il ait eu lieu? Pas en surveillant les gens, pas avec des caméras, mais avec des équations. Mais avant de parler de ça, laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire se déroule à Washington DC en 2054. Le crime dans le futur a quasiment été éradiqué, parce qu'une division spéciale de la police, appelée pré-crime, est capable d'intervenir avant qu'un meurtre ait lieu. Et comment c'est possible? Grâce à 3 êtres humains aux capacités extraordinaires, les précogs. Ce sont des individus génétiquement modifiés, reliés à un système technologique, qui peuvent voir l'avenir. Leur esprit est capable de capter les visions de meurtre avant qu'ils ne se produisent. Dès qu'un crime est prévu, le système génère un rapport contenant le nom de la future victime, celui du futur coupable et la scène de crime à venir. Et la brigade pré-crime intervient. Ils arrêtent le suspect avant qu'il ne puisse agir. Mais le cœur du film n'est pas là. Le héros, John Anderton, est lui-même officier de la pré-crime. Jusqu'au jour où le système prédit qu'il va commettre un meurtre, dans 36 heures. Sauf qu'il ne connaît pas la victime, et qu'il n'a aucune intention de tuer qui que ce soit. Il devient alors fugitif traqué par sa propre unité, et se met en quête de vérité. Et ça soulève beaucoup de questions éthiques. Mais on y reviendra plus tard. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est le scénario du film Minority Report, que je vous conseille de regarder d'ailleurs, il est vraiment cool. Et vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ce film, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que dans la vraie vie, on n'a pas besoin de visionnaires enfermés dans une cuve. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'on commence à pouvoir prédire le crime et les choses ne font que s'accélérer. On a quelque chose de bien plus concret que dans le scénario du film, on a les mathématiques. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment un modèle mathématique inspiré des tremblements de terre est utilisé pour prédire les zones à fort potentiel de criminalité. Et comment ça a déjà fonctionné et été mis en place à Los Angeles. On va tout voir ensemble. Commençons par le commencement. Un tremblement de terre, ce n'est jamais un événement isolé. Il y a toujours ce qu'on appelle des répliques, des petits séismes secondaires qui se produisent juste après le premier, près du foyer initial et qui suivent une certaine logique. Et cette logique, on la connaît très bien. Les sismologues ont déjà modélisé ça depuis des années avec un modèle. Il s'appelle ETAS, pour Epidemic Type Aftershock Sequence. L'idée est simple, chaque événement peut provoquer d'autres événements dans le temps et dans l'espace. Et on peut mesurer cette propagation. Donc voici l'équation du modèle ETAS en question. Lambda de xt est la fonction d'intensité. Elle représente la probabilité instantanée qu'un nouveau séisme se produise à un endroit x et au temps t. Et cette fonction, elle combine micro de x, le taux de fond. C'est une probabilité naturelle, statique, qu'un séisme se produise dans une zone donnée. Et on a une somme des effets répliques de tous les séismes précédents, pondérés par leur proximité dans l'espace et dans le temps. Détaillons chaque terme pour mieux comprendre cette équation. Donc lambda de xt, c'est l'intensité totale. C'est le résultat final du modèle si tu veux. C'est la probabilité, ou plus exactement le taux d'occurrence qu'un événement se produise ici et maintenant. Micro de x, comme je l'ai dit, c'est le taux de fond, c'est la probabilité de base indépendante des séismes passés. Par exemple, une faille active comme San Andreas aura une micro de x plus élevée. Si tu veux, c'est un peu comme le résidu, un bruit de fond. Et donc la somme que tu vois, c'est la somme de tous les séismes précédents. On additionne les effets de chaque séisme antérieur, TI, ayant eu lieu avant le temps T. Chaque séisme ajoute une influence locale temporaire, modélisée par les deux facteurs suivants. K fois E exposant moins A entre parenthèses T moins TI, ça c'est la décroissance temporelle. Donc K c'est une constante, A c'est ce qui contrôle la vitesse de la décroissance dans le temps, et T moins TI, c'est le temps écoulé depuis l'événement I. Plus un séisme est ancien, moins il influence le présent. Ensuite, on a E exposant moins valeur absolue de x moins xi au carré sur 2 sigma au carré. Donc ceci représente la décroissance spatiale. X, c'est la position actuelle, xi, c'est la position du séisme passé, et sigma contrôle la portée géographique de l'effet. Plus le x est éloigné du x de l'épicentre, moins il subit son influence. Pour faire un résumé, cette équation dit le risque du séisme à un moment t et à un endroit x, c'est le risque naturel micro, plus la somme des risques déclenchés par tous les séismes passés, pondérés par le temps écoulé et la distance. C'est la même logique qui est ensuite transportée pour les crimes, les rumeurs ou les pandémies. Maintenant qu'on a vu comment modéliser un séisme et ses répliques, on va transposer ça au crime. Et tu vas voir, mathématiquement, c'est exactement la même logique. Chaque crime passé peut avoir une influence sur la probabilité qu'un nouveau crime survienne proche de lui, dans le temps et dans l'espace. La base, c'est une fonction notée P de x, y, t. Elle représente la probabilité qu'un crime ait lieu à un point x, y à l'instant t. Et cette probabilité, elle se décompose en deux parties. On a g de x, y, c'est la probabilité de fond. C'est la probabilité de base qu'un crime ait lieu à un endroit x, y, indépendamment des crimes passés. C'est ce qu'on appelle une carte de hotspot statique, basée sur l'historique long terme des crimes. En gros, certains quartiers ont structurellement plus de crimes que d'autres, en moyenne. Cela peut dépendre de la densité urbaine, de l'activité commerciale, du type d'habitat, etc. Mathématiquement, cette fonction de fond peut être modélisée par la somme de fonctions gaussiennes centrées sur les crimes passés. Donc
On va décortiquer cette formule. A, c'est le facteur d'échelle à calibrer. Sigma, c'est le paramètre de dispersion. Il contrôle la portée spatiale de l'influence. Et chaque terme de la somme correspond à un crime passé situé en xy à un jour donné, moins xy, le tout au carré. Plus on est proche d'un crime du passé, plus g de xy devient élevé. En pratique, G de XY donne une carte de chaleur moyenne des zones où on a plus de chances de trouver des crimes, indépendamment du contexte immédiat. Et le deuxième terme de l'équation, c'est la somme, qui représente les répliques criminelles. Et c'est là que le modèle devient dynamique. Donc cette somme, c'est une somme de tous les crimes passés, et chaque crime ajoute une onde de probabilité temporaire dans l'espace et dans le temps. L'effet de chaque crime est modélisé par une fonction g de x moins xj, y moins yj, t moins tj, qui dépend de la distance spatiale entre le crime passé et le point actuel, et le temps écoulé depuis ce crime. Et cette fonction g, elle est définie comme suit. Donc on va encore décomposer cette sous-formule. P, c'est le paramètre d'échelle. C'est l'intensité du phénomène de réplique. Gamma contrôle la vitesse de décroissance temporelle. Plus gamma est grand, plus l'effet d'un crime passé s'éteint vite dans le temps. Tau contrôle la portée spatiale de l'effet. Plus tau est petit, plus l'effet est localisé. E exposant moins yt fois 1 sur 2 fois pi fois tau au carré fait décroître la contribution avec le temps. Et le terme exponentiel de entre parenthèses moins x au carré plus y au carré sur 2 tau carré est une gaussienne spatiale centrée sur le crime passé. Qu'est-ce que tout ça signifie concrètement ? Un crime qui a eu lieu à un endroit donné et à un moment donné va générer une bulle de risque autour de lui. Cette bulle est plus intense juste après un crime, puis elle s'estompe. Elle est plus concentrée près du lieu du crime, puis elle s'étale et disparaît. Et le modèle cumule toutes ces bulles dans l'espace et dans le temps. À chaque instant t, dans chaque point xy, tu peux calculer la part du risque qui vient du fond historique, g, et la part qui vient des répliques récentes, somme de petits g. Résultat, on obtient une carte dynamique du risque actuel d'avoir un crime. Et donc ce modèle, il dépend de 5 paramètres qu'il faut calibrer. On a A, le poids des crimes passés dans la fonction de fond. B, c'est l'intensité des répliques. Sigma, qui représente la diffusion spatiale de fond. Tau, qui est la diffusion spatiale des répliques. Et gamma, qui représente la vitesse de décroissance temporelle des répliques. Plus gamma est élevé, plus on oublie rapidement les crimes. Plus tau est petit, plus les répliques sont concentrées autour du point d'origine. Mais comment on choisit ces paramètres ? La calibration. L'objectif, c'est de choisir les valeurs de ces paramètres pour que la fonction p de x, y, t colle le mieux possible à la distribution réelle des crimes passés. Autrement dit, tu fais tourner ton modèle, tu obtiens une carte, et tu compares avec les cartes obtenues par simple fréquence historique. Et tu ajustes les paramètres pour que ces deux cartes se superposent. Et une fois le modèle calibré, tu obtiens une fonction p de x, y, t que tu peux interroger à tout moment. Par exemple, quelle est la probabilité qu'un cambriolage ait lieu demain à 18 h dans ce quartier précis. Et surtout, tu peux générer une carte de chaleur en direct qui indique aux forces de l'ordre où patrouiller pour maximiser les chances de prévenir un délit ou un crime. Mais attention, le modèle se dégrade avec le temps. Plus tu t'éloignes du moment où tu l'as calibré, plus les prédictions deviennent fausses. C'est pour ça qu'il faut le recalibrer régulièrement, en intégrant les nouveaux crimes survenus depuis la dernière calibration. Donc maintenant que tu as vu l'équation, voyons voir comment elle est utilisée. On divise la ville en zones carrées, par exemple des carrés de 150 mètres sur 150 mètres. On enregistre tous les crimes passés dans une base de données, heure, type, localisation, etc. Pour chaque zone et chaque moment, on calcule lambda de xt. Et on identifie les zones à haute intensité aujourd'hui. Et c'est là que le domaine devient prédictif. Il ne dit pas il y a un crime qui va avoir lieu ici, il dit la probabilité qu'il y en ait un est plus élevé ici que là-bas. C'est un outil d'aide à la décision si tu veux. Il permet aux forces de l'ordre de mieux répartir leurs patrouilles de manière mathématiquement optimisée. Et en 2013, la ville de Los Angeles a décidé de tester ce type de modèle. Le LAPD a utilisé un logiciel nommé Predpool, directement basé sur le modèle ETAS. Chaque jour, les policiers recevaient une carte de chaleur avec les zones prioritaires à surveiller. Une réduction de 11% des cambriolages dans les zones testées, les vols ont baissé de 27%, et si on compare avec la même période sur l'année dernière, les crimes ont globalement baissé de 25%. Et tout ça sans augmentation significative dans les zones non surveillées. Et sans augmentation des tensions sociales, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre. Autrement dit, un simple modèle mathématique a permis de réduire les crimes de 25%, sans surveillance de masse, sans profilage, juste avec des données et des probabilités. Ce que je trouve fascinant ici, c'est que tout repose sur un concept contre-intuitif. Il génère une onde, un effet domino, une résonance, comme un séisme. Et cette onde peut être suivie, anticipée et modélisée. On est loin de la fiction totale de Minority Report. Ici, on prédit pas un tueur, on ne met personne en prison avec les faits. On oriente des actions selon des cartographies de risques évolutives. Et derrière tout ça, il y a une chose qu'on oublie souvent, les mathématiques ne prédisent pas le futur, elles nous donnent des outils pour mieux l'aborder. Mais tout de même, la vraie question c'est sommes-nous prêts à faire confiance à ce genre de modèle, à les comprendre, à les surveiller, à les critiquer quand il le faut?
Dans Minority Report, c'est l'humain qui finit par douter de la machine. Ici, la machine ne prend aucune décision, elle nous donne juste un outil. C'est à nous de l'utiliser avec intelligence, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de dérive. Et maintenant, à toi de jouer, donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce qu'on devrait utiliser ce type de modèle dans toutes les grandes villes, ou est-ce que ça ouvre des portes qui ne pourront plus être fermées? Si tu veux qu'on analyse ensemble d'autres modèles mathématiques de prévision, par exemple les rumeurs, les virus, les fake news, n'hésite pas à me le faire savoir.